Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, du coup, là, pendant 1 heure, on vous propose de découvrir concrètement, c'est surtout les 5 autres présentateurs qui vont faire le travail, mais de découvrir concrètement comment on code un réseau de neurones avec Python. Je n'arrive pas à copier le lien. Je vais regarder ça après. Je vais finir la présentation d'abord. Donc, on est tous les 6 membres, ça fait bizarre, ça fait un peu sec, mais de l'école IA Microsoft de Brest. Donc, moi, je suis Stéphane Jamin-Normand, je suis un des 2 formateurs de cette école avec Youssef qui est dans le public. Et le but de l'école, c'est de former en 1 an et demi des devs data IA pour le territoire. Les particularités de l'école, c'est que c'est un programme pour des personnes en reconversion et qu'on est partenaire avec des entreprises du territoire. Donc, c'est-à-dire qu'on a 9 entreprises qui nous suivent depuis le début, qui nous aident à préparer le programme pédagogique et qui ont accueilli là depuis 1 mois en alternance nos 20 apprenants. Donc voilà, ils ont joué le jeu, c'était vraiment très intéressant. Et ça fait que du coup, la formation est vraiment dédiée, elle est très professionnelle et professionnalisante, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vais le dire tout de suite parce que je vais pas l'oublier à la fin. Donc là, on a une première promo. Il y aura une deuxième promo qui va ouvrir fin novembre. Et donc, du coup, on va recommencer à communiquer sur tout ça à partir de la rentrée et à ouvrir les inscriptions sans doute à partir d'octobre pour les apprenants. Et côté entreprise, on a déjà de nouvelles entreprises qui nous ont rejoints dans le partenariat sur la formation. Et on est ouvert aussi si d'autres entreprises souhaitent être partenaires de ce type de formation. Voilà les grandes lignes. Maintenant, je vais laisser la place à Aude, Ludivine, Baptiste, Jérémy et Erwan. Juste avant, pour pouvoir suivre cette présentation au mieux, on vous recommande d'avoir un compte Google. Normalement, ça a dû recevoir un petit mail rapide ce matin. Comme ça, vous allez pouvoir vous connecter à Google Colab et faire fonctionner tout le code que vont vous proposer du coup les 5 apprenants et faire tourner ça sur vos machines. Je laisse la parole parce qu'on a 1 heure et vous vous doutez bien que ça fait beaucoup de travail en 1 heure pour vous montrer tout ça, pour que vous puissiez regarder ça dans le détail aussi. Donc, vous avez accès à tout le code, le GitHub est en lien dans le chat. Donc, il y a un GitHub public, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Vous avez un README qui vous explique tout aussi. Et vous avez tous les liens que vous avez besoin dans le README. Et tout le code aussi est prêt aussi dans le README. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à suivre pas à pas ce que vous expliquez nos 5 apprenants. Je vous laisse la place. Donc, on va se présenter rapidement. Donc, je suis Aude Pertron, donc je suis apprenante, donc, comme a expliqué Stéphane, à l'école Microsoft IA à Brest. Et je fais mon alternance chez Alcatel. Je laisse la parole à Ludivine, si tu veux te présenter. Alors, je crois qu'il y a Baptiste. Ah oui, pardon, mon micro a été coupé. Du coup, donc je reprends, moi c'est Baptiste Le Goff et je suis en alternance au pôle innovation d'Arkea. Ouais, moi c'est Ludivine, j'ai 34 ans et puis je suis alternante au CHRU de Brest. Moi c'est Jérémy Lejoncourt, j'ai 28 ans et je suis alternant au sein du siège du Finistère du Crédit Agricole. Et moi, c'est Erwan et je suis alternant à Alcatel, comme Aude. Voilà. Ok. Du coup, on a fini les présentations. Donc, je vais vous faire un petit brief rapide avant qu'on commence. Justement, pour laisser le temps à Aude de lancer tout ce qu'elle a besoin. Pour vous laisser le temps aussi, vous, de
peut-être lancer Collab, vérifier que vous êtes bien connecté et tout pour être prêt pour attaquer l'atelier. Alors déjà, dans un premier temps, je pense que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'IA et autres. Et certains doivent se demander, en fait, pourquoi faire un détecteur d'émotions et à quoi ça peut servir. Ça va servir dans plusieurs domaines, en fait. Ça va pouvoir servir, par exemple, dans le domaine médical. Donc, par exemple, pour détecter des signes de dépression, par exemple, parce que là, on sort de périodes de confinement, de périodes vraiment intensives de télétravail. Du coup, grâce à la webcam, en fait, pendant les réunions, on va pouvoir commencer à voir des gens qui sont souvent, qui tirent un peu la tronche ou qui sont un peu tristes à chaque réunion. Ça va également pouvoir être utilisé dans le milieu du commerce. Donc, par exemple, pour voir des réactions de clients devant des produits ou devant des prix. Ou encore, une possibilité serait de l'utiliser en fait dans le domaine de la sécurité, justement pour repérer des personnes en fait qui auraient un comportement agressif et un visage, enfin une émotion sur le visage qui pourrait faire penser à de l'agressivité. Alors Baptiste, normalement, si oui. tu permets 30 secondes, puisque du coup le mail a été envoyé que ce matin vers 10h, donc je ne pense pas que tout le monde ait eu le temps de jeter un œil sur le README. Tu peux vite rappeler c'est quoi le but du projet et, Ouais, j'en venais justement, j'y arrivais. D'accord, merci. Ok. Du coup, là, donc, le but en fait de ce projet, ça va être il va être fait en deux parties. En fait, la première partie, on va traiter des images et afin de pouvoir entraîner un modèle, en fait. Et la deuxième partie, on va utiliser le modèle qui aura été entraîné pour faire un cas pratique, en fait, pour essayer de reconnaître vos propres émotions faciales grâce à un flux vidéo de votre webcam. Alors, normalement, si tout se passe bien, vous serez capable de le faire quand on aura terminé. Si jamais on n'a pas le temps de tout faire, donc comme Stéphane disait, vous inquiétez pas, le README est en public et à votre disposition. Vous pouvez le récupérer et vous pourrez tranquillement soit recommencer le tuto, soit continuer dans votre coin plus tard. Alors, la première partie, du coup, ce qui est important à dire, c'est qu'elle va être faite entièrement en ligne, donc sur Google Colab. Donc, pourquoi Google Colab? C'est parce qu'ils nous mettent à disposition en fait un GPU qui va nous permettre d'accélérer de façon assez drastique l'entraînement du modèle. Donc là, on va compter à peu près 15 minutes pour entraîner notre modèle, alors que sur un CPU, il faudrait compter plus d'une heure. Donc, pour une heure de tuto, ce n'est pas pratique. L'autre avantage, c'est également qu'il n'y a pas de librairie à installer. Donc là, tout va se faire sur Colab. Donc comme ça, vous n'aurez pas de problème de package ou de version. La deuxième partie, quant à elle, donc, elle sera faite en local. Donc, ça peut paraître un peu bizarre justement de faire une partie en ligne, une partie en local. C'est dû au fait que dans la deuxième partie, donc, on utilise le flux vidéo de la webcam. Et ce flux vidéo, en fait, il va être utilisé via une librairie qui s'appelle OpenCV. Le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore faire sur Google Colab et du coup qui nous oblige à le traiter en local. Donc pour terminer ce petit brief, du coup, donc là, c'est Ludivine et Aude qui vont vous présenter, qui vont faire en même temps que vous l'atelier pour que vous ne soyez pas perdus, pour que vous ayez un fil conducteur si jamais vous ne voyez pas trop ce qu'il faut faire. Vous pouvez regarder le partage d'écran. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et du coup, Erwan, moi-même ou Jérémy essaieront d'y répondre pour vous débloquer, vous permettre de continuer tranquillement cet atelier. Donc, moi, je te passe la main, Aude. Voilà, donc normalement, est-ce que l'un d'entre vous peut envoyer le lien directement du Notebook Collab peut-être? Sinon, pour les gens qui ont ouvert le GitHub, vous avez, c'est le Notebook Part 1.
Et il y a un petit lien en haut, ouvrir avec Colab. Et comme expliquait Baptiste, ça vous permettra de suivre, d'avoir aucune installation particulière à réaliser. Il faut juste avoir un compte Google. Donc, quand vous avez le notebook d'ouvert, la première chose à faire, c'est de le passer en GPU. Donc, vous avez ici dans exécution, modifier le type d'exécution. Et ici, voilà, vous passerez sur GPU. Enregistrer. Et puis voilà, vous aurez peut-être un ou deux warnings de temps en temps par Google, genre le notebook n'a pas été réalisé par Google ou des choses comme ça. Donc voilà, pour pouvoir continuer, vous cliquez sur OK. Et donc pour commencer, nous allons importer toutes les librairies nécessaires. Alors, je voulais juste préciser un petit truc par rapport à ce qu'a dit Baptiste tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait que la première partie, hein, c'est-à-dire qu'on n'entraîne que le modèle en 3/4 d'heure, 1 heure. Là, on a le temps que de réaliser le modèle de reconnaissance des émotions, en fait. Et la détection, c'est du bonus à faire éventuellement après, plus tard. Disons qu'on fournit le code pour éventuellement que chacun puisse le faire plus tard chez lui, quoi. Voilà. C'était juste une petite précision supplémentaire. On va entraîner le modèle et puis l'évaluer. On n'ira pas plus loin. Voilà. Vas-y, Aude, je t'en prie. Je ne sais plus, je crois que tu voulais expliquer un peu oui, quelles étaient les librairies qu'on importe. Oui, effectivement, donc tu disais qu'on importait de cette première cellule. Alors déjà, on travaille sur Jupyter Notebook. Donc, c'est pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Jupyter Notebook, ça a été développé en fait pour Python notamment, pour permettre d'exécuter, enfin de créer des documents où on peut exécuter le code cellule par cellule. Donc là, on va descendre en exécutant le code cellule par cellule. Donc, il faut appuyer et cliquer. Voilà. Tu peux montrer la petite flèche ici. Ou alors faire contrôle-entrée, je crois. Et voilà, c'est ça, c'est contrôle-entrée pour exécuter une seule cellule. Et bon, voilà, vous aurez un petit avertissement. Donc voilà, exécuter malgré tout. Voilà, donc on va exécuter cellule par cellule. Donc cette première cellule, elle nous permet de gérer les imports de bibliothèques et des librairies dont on va avoir besoin pour faire ce projet, en fait. Donc les premières librairies qu'on voit là, OS, Sys, Pickle, Random, Glob, ce sont des librairies Python classiques voilà, qui utiles très souvent dans tous les projets pour les débogages, pour plusieurs choses. Pour Pickle, c'est pour l'enregistrement surtout. Random, ça sert à gérer l'aléatoire quand il y en a. Après, on a d'autres librairies un peu plus dont on peut peut-être un peu plus parler. C'est NumPy, qui est une librairie Ligne 4, ouais. C'est une librairie mathématique qui sert à manipuler les matrices, en fait, et qui est indispensable quasiment dans tous les projets Python. On a Matplotlib, un peu plus bas, Ligne 14, qui est une bibliothèque graphique qui permet de faire des affichages et de la visualisation de nos données. Au-dessus, on a sklearn, donc c'est scikit-learn. Ça, c'est une bibliothèque qui est vraiment dédiée au machine learning, qui est très connue et assez indispensable dans le domaine, qui est développée notamment par l'INRIA, côté français. Et qui permet d'avoir plein d'outils d'apprentissage, d'évaluation, etc., pour construire des algorithmes de machine learning. Et enfin, ce dont on va se servir particulièrement là, parce qu'on n'est pas dans un cas de machine learning, mais de deep learning, on va se servir de la bibliothèque TensorFlow, qui est une des deux principales plateforme open source en fait dédiée au deep learning avec PyTorch. Donc ici, on a choisi d'utiliser TensorFlow. Et TensorFlow est développé par Google. PyTorch a été développé, je crois, par Facebook. Et dans TensorFlow, donc, on va utiliser l'API de haut niveau qui est Keras, qui en fait nous permet d'avoir une interface un peu plus simple d'utilisation que d'utiliser directement TensorFlow. Voilà, ça nous permet d'utiliser les composants TensorFlow d'une manière déjà implémentée avec déjà des outils. Donc là, on a plusieurs imports. On reviendra peut-être dessus plus tard, plutôt que d'en parler maintenant. Ah oui, pardon, Aude, je vois que tu me surlignes. À la fin, on fixe en fait la valeur de l'aléatoire.
Ça, c'est pas du tout obligatoire. C'est juste que comme on va faire des mélanges aléatoires dans notre code, on choisit là de fixer l'aléatoire pour avoir toujours le même résultat. Donc, c'est comme quand on bat des cartes, en fait, si on battait les cartes toujours de la même façon exactement, à quel moment on s'arrête, ça va définir l'ordre dans lequel sont les cartes. Bah, là, c'est pareil, on fixe l'aléatoire. Voilà, et ça va nous permettre, entre autres, d'avoir exactement tous les mêmes résultats. Comme ça, pour suivre à l'écran, vous aurez normalement les mêmes résultats que vous. Et puis, ouais, on continue. Donc, ensuite, voilà, on va vraiment commencer. Donc, en exécutant la cellule ici, ça va cloner le dossier GitHub et tout ce dont on a besoin qui est à l'intérieur, entre autres les images. On va le dézipper. Et puis ensuite, dès que ce sera exécuté, on passera à la cellule suivante où là, on va juste changer de dossier pour se positionner dans le dossier iDays Emotion. Tu peux peut-être montrer, Aude, le… Voilà, ouais. Voilà. Donc là, le dossier va se créer ici. Ça met parfois quelques secondes à apparaître. Mais voilà, leur sample data, c'est Google Colab qui vous le crée de base. Mais ensuite, ici, vous aurez toute l'arborescence de ce qu'il y a dans ce dossier iDays Emotion. Voilà, donc ça, c'est une machine virtuelle, en fait. C'est créé dans la machine virtuelle Google. Donc, ces dossiers, ils sont dans l'espace qui nous a été alloué par Google Colab au moment où on a créé le notebook. Donc, quand vous allez lancer les cellules, ça va également apparaître dans votre arborescence de dossier à gauche. Voilà, donc, on a notamment les images dedans. Tu peux peut-être montrer Hop. Ouais, voilà. Dans Data. On a nos images. Donc, on a choisi de travailler avec 4 émotions qui sont donc la peur, la joie, la surprise et la colère. Et on a à chaque fois, tu peux peut-être ouvrir un des dossiers. Ouais, Angry par exemple. Non, on peut pas voir. Bon. Si, on va voir, mais ça va tarder un peu. D'accord, voilà. On a à chaque fois un certain nombre d'images à l'intérieur. Donc, on a dans ce dossier images, de ce dossier data, pardon, 2 sous-dossiers qui sont test et train, donc qui vont nous servir pour… donc, train, ça va être le dataset en fait, d'entraînement, test, le dataset de test. Et à chaque fois, on a un dossier par image à l'intérieur, avec des images dans chacun des dossiers. Voilà, aujourd'hui, du coup, le dézippage est particulièrement long, évidemment. C'est les aléas du direct. Bon, dès que ce sera fait, on pourra exécuter la cellule suivante. Et puis ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment récupérer dans ces dossiers. Donc, c'est juste vraiment des images, comme vous expliquez, Ludivine. On va récupérer ces images, on va récupérer le label qui leur est associé, c'est-à-dire que chaque image va être associée à une émotion. Donc, voilà, en colère, content, triste, surpris. Et on va au fur et à mesure, ce sera en plusieurs étapes, on va finalement créer une liste d'images que nous allons transformer en matrice. Et à chaque matrice lui sera associé son label avec le nom de l'émotion. C'est bizarre que ça… Ah, il faut… Aude, c'est parce que tu n'as pas le… Tu as déjà extrait les données. Il faut que tu cliques, tu vois là où il y a tu vois un carré qui clignote en dessous? En dessous, stop. Ouais, non, je l'ai stoppé. Ouais, ok. Bon, ça doit être bon. Si vous avez ce problème, rappuie, reclique Aude sur jouer. Sur Unzip? Ouais, vas-y. Voilà. En fait, si on le fait plusieurs fois, il faut faire un A ici. Faire un A majuscule et entrer à la place du carré qui clignote. Voilà, A majuscule. Ça va transformer, enfin, ça va voilà. Voilà, là, ça a réextrait tes données, en fait. Ça a remplacé. Donc, c'est bon. C'est fini. Voilà. Voilà, ouais, il faut éviter de cliquer plusieurs fois sur la cellule, ça risque de la réexécuter. Donc, on change de dossier dans le doute au cas où ce ne soit pas fait. Voilà, là, il n'est pas content parce qu'on est déjà dedans. C'est bon. Voilà. Donc là, on va tout simplement récupérer le nom des émotions à partir des noms des dossiers. Donc, l'avantage du notebook, bon. voilà, c'est que des fois, ça ne marche pas bien. Non, quelque part, je dois pas être dans le bon dossier. L'avantage du notebook, c'est qu'à tout moment, on peut créer une cellule de code supplémentaire. Et comme ça, vous pouvez exécuter du code au milieu de là où vous êtes pour être sûr de où vous êtes. Et en l'occurrence, pas dans le bon dossier, je pense. Ouais, si, je suis dans le bon.
Ouais, les aléas du direct, comme on dit. Non, j'ai téléchargé 2 fois. Ouais, tu as téléchargé le dossier dans le dossier. Voilà, Réexécuter. je vais tout effacer. Donc, dans le cas où quelque chose comme ça vous arrive, vous pouvez faire gérer les sessions. Et arrêter la session, ça va effacer tout ce qui est contenu dans votre machine virtuelle. Voilà, donc là, nos dossiers sont vides. Et comme ça, on peut... Voilà. Non, je pense que ça passe Bon, directement. Donc, on recommence. Voilà. On recommence. Voilà, comme ça, s'il y a des gens qui n'avaient pas encore fini, ça vous permet de rattraper. On clone à nouveau le GitHub qui va progressivement apparaître ici. Et puis, on dézippe notre petit dossier d'image. Voilà. Donc, comme je vous dis, il n'est pas encore apparu, c'est normal. Ça met parfois quelques minutes. Donc là, c'est bon. On est vraiment dans le bon dossier. Hop, cette cellule-là, bon, c'était juste pour voir dans quel dossier on était. Et ce coup-ci, voilà, on va récupérer les noms des émotions. Donc, notre liste temp va bien contenir happy, surprise, angry and sad. Et qu'on va ensuite mettre dans un petit dictionnaire en associant chaque émotion à un numéro, comme vous pouvez le voir ici. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez à tout moment faire une nouvelle petite cellule. Si vous voulez comprendre exactement ce que contient une variable, vous pouvez taper son nom, hein, vous exécutez, et puis vous avez le contenu de cette variable. Également, on peut vérifier le type de la variable. Hein, pour les gens qui ne sont pas familiers avec Python, vous faites juste type, on exécute, et c'est une liste. Et donc maintenant, on va créer des listes avec toutes nos images dans les dossiers dans lesquels elles sont. Donc, une liste d'entraînement et une liste de tests. Je ne sais plus si on l'a expliqué, mais voilà, la liste d'entraînement, c'est vraiment les données qu'on va utiliser pour entraîner notre réseau de neurones. Et la liste de tests, comme son nom l'indique, ce sera pour tester le réseau sur des données sur lesquelles il ne s'est pas entraîné, donc des données qu'il ne connaît pas. Et là, on va pouvoir voir combien il y a d'émotions dans chaque dossier. Donc, dans notre set d'entraînement, il y a 7215 images qui correspondent à l'émotion happy, 3171 surprise, etc. Et maintenant, nous allons créer la liste Y. Donc là, ce sera les labels, donc vraiment les noms des émotions. Donc là, voilà. Ici, c'était nos images et là, ce seront les labels. En fait, pour l'apprentissage du modèle, on a besoin de 2 choses. On a besoin des features, donc qui seront ici des features et des targets. Donc les features X et Y, feature X, target Y. Donc X, c'est ce qu'on va chercher à examiner, ce qu'on va chercher à évaluer. Donc ici, nos images. Et la target, c'est le résultat qui est attendu. Donc, les labels, donc, par exemple, on va montrer une image de quelqu'un de triste et on veut que le réseau de neurones nous dise triste, nous dise sad. On va montrer une image de quelqu'un de heureux et on veut que le réseau de neurones nous dise happy. Donc, Y ici, ce sont nos labels, ceux qu'on a définis un peu plus tôt là, happy, surprise, angry, sad. Et les features, ce sont les images. Voilà. Et puis là, il faut savoir que notre jeu d'images, ce sont toutes des images qui font 48 pixels par 48 pixels et qui sont en noir et blanc. Donc, les images, quand on va les transformer en matrice, ce qu'on va faire ici, en fait, on utilise la bibliothèque OpenCV qui va transformer ces images en matrice. Et donc, en fait, chaque pixel sera représenté par un numéro qui correspond à sa couleur. Donc, ça va de 0 à 255. Et si c'est des images en couleur, la matrice aura 3 couches, une pour chaque couleur rouge, vert, bleu. Et si c'est des images en noir et blanc, il y a une seule couche. Donc, c'est notre cas. Nous, il y aura une seule couche vu que c'est des images en noir et blanc. Donc là, on l'a fait pour les données d'entraînement et on va le faire pour les données de test aussi. Hop. Voilà. Et là, on va visualiser une image du dataset au hasard. On a mis l'image numéro 42. Si vous voulez en visualiser d'autres, n'hésitez pas à changer le numéro. Et puis, voilà. Donc, on a l'image et on a l'émotion qui lui est attribuée. Éventuellement, si vous faites plusieurs essais, vous pourrez voir que certaines images ne sont pas très bien étiquetées. Et l'émotion ne correspond pas toujours exactement à la photo.
Et voilà, comme disait Ludivine tout à l'heure, là, on va mélanger un peu les cartes, mais comme on a utilisé comme on a fixé l'aléatoire, théoriquement, chacun d'entre vous, sur vos ordinateurs, vous aurez les mêmes résultats que nous. Et donc, mélanger, c'est nécessaire, hein, parce que là, sinon, nos images, déjà, elles sont triées plus ou moins par émotion. On a tous les happy au début, puis sad, etc. Et puis, voilà, ça permet d'avoir vraiment les photos dans un ordre complètement aléatoire. Par contre, ça va bien fixer que la photo et son label restent ensemble. On fait la même chose pour les données de test, hein, parce qu'à chaque fois, il faut qu'on gère nos données d'entraînement et nos données de test. Et là, on va vérifier. Donc ça, c'est vraiment les matrices qu'on retranscrit en images pour les vérifier. Et puis, avec les labels qui sont associés. Donc voilà, on a mis les 15 premières. Mais on peut peut-être remonter un peu sur le code, Aude, un petit peu au-dessus là. Donc, on a pour faire les permutations, en fait, on a utilisé Random, qui est un module Python qui permet donc de mélanger, comme vous expliquais tout à l'heure, voilà, qui offre plein de possibilités d'aléatoires. Donc là, on l'a utilisé pour créer un index de la même taille que, là, on est sur Y, par exemple, sur Y-Text, donc un index qui fait 4810 images, enfin 4810 chiffres, puisqu'on a 4810 images. Et donc, on mélange les images, les X, puis les Y, en fonction de cet index. Donc, les images et les labels restent bien l'un en face de l'autre. Et la même chose pour Y-Train. Ensuite, dans la partie visualisation, on a utilisé la bibliothèque Matplotlib là, pour afficher en fait chaque pixel, puisque là, on travaille vraiment avec des matrices. Hein. Ça y est, on a transformé. On a transformé. Les images à la base sont de toute façon des matrices, mais les images numériques en tout cas. Là, on travaille vraiment. Si on affiche tu peux peut-être faire ça, Aude, faire un print en dessous de X de 0, par exemple, X-train de 0. On va vraiment avoir des valeurs de pixels. Voilà, donc on a des valeurs de pixels. On voit que le premier pixel en haut à gauche a la valeur 12, qui correspond à un niveau de gris, en fait. Donc, voilà, et puis voilà, comme Ludivine le dit. Là, c'est un peu tronqué par le Jupyter Notebook qui ne va pas nous afficher toutes les valeurs, c'est trop long, c'est remplacé par des petits points, mais on a bien du coup 48 par 48 pour représenter nos pixels, et donc une seule couche, vu que nous avons que du noir et blanc. Hein, c'est ça qui était représenté, c'est vrai que je passais peut-être un peu vite dessus, par les dimensions de notre matrice X. C'est le nombre d'images et puis voilà les dimensions de l'image. Et si c'était de la couleur, ici on rajouterait une troisième dimension pour les canaux de couleur. Ensuite, nous allons normaliser ces données. Donc, comme on vous a dit, là, c'est des valeurs entre 0 et 255. Et on va tout simplement les diviser par 255 pour avoir des valeurs entre 0 et 1, ce qui va diminuer la complexité du calcul. On va également, comme on vous a dit tout à l'heure, nos émotions étaient associées à un numéro. Et on va changer ça, on va les encoder pour faire plutôt un petit vecteur comme on voit ici. Donc, y égale 1, ce sera du 0, 1, 0, 0. Y égale 3, vous aurez, il est mal fait cet exemple, c'est 0, 0, 0 et 1 normalement. Ça va permettre de ne pas accorder une plus grande importance au numéro, parce que sinon l'algorithme pourrait avoir un biais de un y égale 4, 4 c'est plus grand que 1, donc ça n'a pas la même valeur, alors qu'en fait c'est vraiment juste des étiquettes arbitraires. Donc voilà pourquoi on les transforme comme ça en vecteurs. Donc c'est la méthode de Keras, toCategorical, qui sert à faire ça ici. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on va faire pour cette cellule. Voilà. Où on indique le nombre de classes qu'on a défini un peu plus haut, hein, num class là, qui est égal à 4, qu'on avait défini tout en haut. Ouais, c'était beaucoup labels, plus haut, c'est vrai que c'est une des premières cellules. Ouais. Hop, ici. Là, on définit quand on a extrait les labels, en fait, on a défini. On a récupéré num class. À la longueur de la variable TMP.
la variable TMP qui est une liste de 4 valeurs, donc num_class est égal à 4. Voilà. Le nombre de classes, hein, tout simplement. Et je repasse à la suite. Toc, on était là. Donc voilà, là, on peut visualiser un peu ce qu'on a fait. Donc voilà, transformer une variable qui était égale à 3 qui correspond à SAD. Maintenant, c'est 0, 0, 0, 1. Là, pareil pour happy, c'est associé à 0. Donc les listes dans Python, hein, ça inclut le 0. Et puis du coup, voilà, ça va ici. Maintenant, on va vraiment passer au modèle lui-même. Alors là, je vais vous inviter à exécuter rapidement les 3 prochaines cellules. On va les expliquer plus en détail, mais l'entraînement prend beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. Donc voilà, je vous invite à le lancer. Hein. Vous allez avoir époque 1/40, puis ça va dérouler progressivement le code. C'est là que le GPU rentre en jeu en fait pour accélérer le code. Hein. Si vous vous amusez à essayer ce code sur un ordi local sans GPU, ce sera extrêmement long. Et du coup, ça ne se lance pas ton calcul, Aude? Oui, je trouve qu'il met du temps. Qu'on soit sûr que ça... Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, ok. Donc en fait, vas-y. Non, bon, alors sur ces 3 cellules qu'on vient d'exécuter, la première là avec modèle X égale modèle.séquentiel, qui commence par modèle X égale modèle.séquentiel, c'est là qu'on va définir l'architecture de notre modèle. Donc là, on a choisi, alors Jérémy l'expliquera plus en détail tout à l'heure, donc je vais pas l'expliquer, mais en fait, on définit un modèle séquentiel avec Keras. Donc, le modèle point séquentiel, le modèle fait partie de Keras, hein, ça fait partie des imports qu'on a fait tout au début, en fait. Et ensuite, on ajoute, une fois qu'on a défini, qu'on a déclaré en fait modèle X comme étant un modèle, on va ajouter des couches petit à petit, des couches de convolution et des couches de danse pour définir l'architecture de notre modèle. Une fois qu'on a une architecture de modèle, il faut aussi qu'on ait un processus d'apprentissage pour ce modèle. Et ça, on le définit dans la cellule suivante, là, qui commence par modelx.compile. Donc, compile, c'est la méthode qui permet en fait de définir, d'attribuer un processus d'apprentissage à notre modèle qu'on a appelé modelx, où on définit un optimiseur, un taux d'apprentissage, le learning rate, là, une fonction de perte, des métriques, etc. Et ensuite, dans la 3e cellule, là, on lance vraiment l'apprentissage avec la méthode .fit, donc modelx.fit, et on lui passe en argument nos variables, en fait, notre set d'entraînement, et puis d'autres arguments sur lesquels peut-être Jérémy va revenir. Voilà, donc je vais arrêter le partage. Je vais donner la main quelques minutes à Jérémy, puis on reviendra au notebook. Ça permettra à l'exécution de continuer. Si jamais c'est terminé pendant la présentation de Jérémy, n'hésitez pas à exécuter les 2 cellules suivantes. Oui, ça va vite là aujourd'hui. Oui, enfin, on est que 11. Voilà, donc j'arrête le partage. Très bien. Donc, je vais reprendre la main. Je vais vous proposer une petite diaporama sur ce que c'est en fait un réseau de neurones convolutif, hein, ce qu'on vient d'exécuter exactement. Alors, je vais essayer de retrouver mon diaporama. Je le lance rapidement, j'espère. Si ça ne plante pas. Hop. Voilà, donc je vais mettre en lecture. Et je pense que c'est bon, et j'espère que vous voyez tous. C'est bon. Ok. Alors, dans cette petite présentation, ça va être divisé en 3-4 parties. Hein. Je vais essayer d'être assez succinct sur ces parties et pas faire trop d'approximations. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui sont très connaisseurs dans la discussion, donc je vais essayer de ne pas me faire trop taper sur les doigts. Et donc, en première partie, je vais globalement expliquer qu'est-ce que c'est un réseau de neurones artificiel, et plus dans le détail des réseaux de neurones
dit convolutif. En deuxième partie, on rentrera un peu plus dans les détails du code qu'on vient d'exécuter. Et aussi en dernière partie, je vais émettre quelques notions aussi sur son évaluation. Et en quatrième partie, je vous proposerai des chaînes YouTube français de très bonne qualité pour aller un peu plus loin justement sur ces explications. Alors globalement, un réseau de neurones, c'est quoi? Alors c'est un ensemble de neurones, hein, de couches de neurones qui, schématiquement, sur cette image, est composé d'une couche d'entrée qui va d'abord prendre l'image qu'on veut traiter avec ce réseau, avec cette intelligence artificielle. Il y aura des couches intermédiaires qui vont traiter l'information des différentes parties de l'image et va en sortir une prédiction. Donc ici, on va prendre une image qui représente un chien, on va la mettre en entrée et le réseau de neurones va être capable de nous sortir une prédiction et donc d'émettre justement un label sur cette image, donc ici un chien. Alors déjà, avant de parler un peu du réseau de neurones, je voudrais détailler un peu plus sur ce qu'est un neurone, sans forcément passer sur les équations mathématiques que je ne maîtrise moi-même pas vraiment. Donc je vais être assez succinct là-dessus. Alors un réseau de neurones, qu'on note Z ici, est composé d'un coefficient complémentaire qu'on appelle un biais. Aussi, on peut rentrer une fonction de probabilité, justement, qui va envoyer une prédiction de l'image qu'on vient de lui injecter et une probabilité d'affirmation. Et dans le cas des réseaux convolutifs, on va donc lui envoyer une image. Ce réseau va repérer des caractéristiques et des poids vont être assimilés à ce neurone pour justement confirmer ou non, en fonction de ces caractéristiques, qu'on appelle aussi features, la prédiction. Donc, ces caractéristiques sont des zones de l'image, hein, des zones d'intérêt. On va repérer notamment la forme des yeux, hein, la forme de la truffe, la forme du visage, la couleur, etc. Et de là, on va pouvoir donc faire cette prédiction. Alors, dans le cas de notre réseau, dans les réseaux convolutifs, alors avec un autre exemple ici, une image d'une voiture, on va avoir principalement deux couches différentes, donc une succession de couches qu'on appelle feature learning, qui va donc traiter l'image, donc on appelle avec des fonctions de convolution, et une couche de sortie qui va permettre sa classification. Alors dans notre cas, on utilise ici des images d'émotions, donc on a plusieurs catégories d'émotions, tristesse, joie, surprise, etc. Et donc sur cet exemple ici, ça sera plutôt des véhicules, donc une voiture, des vélos, et ainsi de suite. Et donc, cette image va être traitée pixel par pixel par notre réseau, par des fonctions de convolution et d'activation, ici appelées ReLU, que je rentrerai un peu plus dans les détails, qui vont permettre de repérer ces différentes caractéristiques de l'objet qui se trouve dans l'image, donc par exemple la forme des roues, la forme de la carrosserie, des phares, etc. Et ces cartes de caractéristiques, on va donc les pouler pour en ressortir une image beaucoup plus réduite et beaucoup plus facile à traiter, qui vont ensuite repasser sur d'autres couches intermédiaires pour un nouveau traitement de ces couches, de ces cartes de caractéristiques. Et enfin, pour que notre réseau puisse la classer ensuite dans une des catégories qu'on lui aura rentrées en amont, donc voiture, vélo, camion, etc. On va transformer donc ces cartes de caractéristiques qui sont sous forme de matrice, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Aude et Ludivine, en un vecteur, donc une suite de nombres qui vont ensuite être comparés et donc pouvoir être classés avec une fonction d'activation donc softmax ou sigmoïde. Hein. Softmax, c'est pour la classification multiple. Sigmoïde, c'est pour les classifications binaires, donc un chien ou un chat. Et ainsi, on va pouvoir émettre une prédiction. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails des paramètres qu'on a mis dans notre réseau de neurones ici. Alors, je vais commencer d'abord par les couches d'entrée. Donc, on a ici notre première couche de convolution. Donc, conv2D, pour commencer, qui permet justement le traitement des images, des objets en 2 dimensions, tels que des images du coup.
Un padding qui est, je pense, il me semble, qui est mis par défaut en same, qui évite la perte d'informations sur les bords des images. Comme je l'ai dit précédemment, le réseau va permettre, avec cette fonction de convolution, de se déplacer pixel par pixel et si l'objet mange un peu sur les bords de l'image, on va pouvoir, avec ce padding, ce paramètre, rajouter des bords, en fait, des bords virtuels, des marges, qui vont permettre donc d'englober entièrement l'objet. On a ensuite une fonction linéaire ReLU, qui est une fonction d'activation, un peu comme on peut faire l'analogie avec un réseau de neurones humain, avec les synapses, par exemple. Si je Ensuite, peux juste me permettre, excuse-moi, Jérémy, une interruption. Chez moi, le premier entraînement, donc jusqu'à 40 époques, est terminé. Donc, si c'est le cas d'accord, chez vous, je vous invite à exécuter les 2 cellules suivantes pendant la présentation, parce qu'elles sont un petit peu longues aussi. d'accord. C'était un peu plus, c'était un peu plus long la première fois. Donc, je vais continuer. Bon, c'est bientôt terminé. Donc, dans cette couche d'entrée, on va aussi définir les dimensions de l'image qu'on veut injecter dans ce réseau de neurones avec l'input shape, qui définit donc les dimensions de l'image. Donc, on a une image de 48 par 48 pixels, et comme elle est en noir et blanc, on va lui dire que c'est qu'une seule dimension de couleur. On va aussi amener un max pooling, qui permet de réduire les dimensions des images injectées et conserve les traits principaux, donc nos cartes de caractéristiques. Et on va aussi rajouter un dropout qui permet d'éviter le surapprentissage du modèle. Donc, je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais en quelque sorte, les réseaux de neurones, on va pouvoir désactiver certains neurones de ces couches-là. Donc ici, 0,5, donc 50% de ces neurones, pour éviter justement un surapprentissage et que le modèle ne peut que, pour éviter que le modèle ne reconnaisse que les images qu'on lui a injectées. Maintenant, dans les couches de classification et d'activation en sortie, on va donc, avec ce paramètre flatten, convertir les données en vecteurs qui permettent de la classification. L'activation softmax, comme je l'ai dit précédemment, qui va permettre d'appeler la fonction de classification multiple. Donc, comme on a plusieurs émotions, ici, c'est conseillé. On a ensuite, dans la compilation, un optimiseur, un algorithme en fait, d'optimisation qui définit par exemple les paramètres de la descente de gradient, hein, donc avec un learning rate, etc. Donc c'est une histoire de pas, etc. Au niveau de l'apprentissage. Et on définit aussi les fonctions loss et les métriques. Donc ici, categorical cross entropy, qui permettent donc de repérer la fonction de coût et de pouvoir aussi évaluer notre modèle. Et d'ailleurs, pour son évaluation, on a plusieurs outils pour ça, que Aude et Ludivine vont pouvoir vous expliquer par la suite. Et l'une des notions les plus importantes en fait, dans le machine learning et dans le deep learning est celle de la descente de gradient, qui est une fonction, un algorithme d'optimisation du modèle d'IA qu'on veut créer. Et pour faire l'analogie, on peut s'imaginer par exemple qu'on est un voyageur qui est perdu au sommet d'une montagne et le but sera de descendre et de choisir le chemin le plus rapide pour redescendre vers le village qui se trouve en aval. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, les fonctions sont assez complexes et on n'a pas vraiment beaucoup le temps ici pour rentrer vraiment dans le détail. Donc, je vous incite peut-être après par la suite dans les questions à les poser. Et aussi, donc pour ne pas vous spoiler, je n'ai pas mis l'image ici, mais on utilise aussi des matrices de confusion qui vont voir en fait si le modèle qu'on vient de créer classe correctement les images qu'on lui a entrées en entraînement et en test. Et donc pour aller plus loin maintenant, je vous propose quelques chaînes YouTube en français. Donc il y a tout d'abord Machinelearnia, qui est un data scientist senior qui est basé à Londres, qui fait un très bon contenu sur tout ce qui est développement Python, des formations en machine learning et en deep learning. Donc là, il commence le deep learning. On a aussi L42 Project qui est plus spécialisé sur le visioning machine, donc tout ce qui est détection d'objets et donc classification d'objets sur des images. Et enfin, Sense for All, qui est un mathématicien qui
assez récemment, s'intéresse beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est aussi réseau de convolution et sur l'éthique dans l'intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, je vous remercie et je vais repasser la main à Aude et Ludivine. Hop, merci Jérémy. Voilà, je remets l'écran. Donc, on avait lancé, donc on a fait 40 époques, hein, ces 40 passages dans les neurones, la première fois avec un learning rate de 0,001. Alors en fait, ça correspond à l'image de la descente de montagne que vous présentez, Jérémy. C'est un peu la taille des pas qu'on fait. Donc là, on l'avait mis là, donc c'est des plus grands pas. Et ensuite, le deuxième entraînement qu'on a relancé juste après, ce sont des plus petits pas, en fait, pour vraiment affiner sur la fin et vraiment aller au minimum. Parce que le problème de faire des grands pas, c'est que, enfin, figurativement, hein, avec des bottes de 7 lieues peut-être, si vous êtes entre deux montagnes, au lieu d'aller au fond, vous risquez juste de sauter sur la montagne d'en face, en fait. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et là, les chiffres qu'on voit s'afficher donc pendant les entraînements, donc vous avez à quelle époque vous êtes rendu. Donc la première, vous avez la perte. Le but, ça va être de la minimiser, enfin, en tout cas avec les paramètres qu'on utilise. Ça, c'est la précision sur les données d'entraînement. Et ça, ce sera la perte et la précision sur les données de test, donc les données que le modèle n'a jamais vues. Donc c'est surtout les données de test qui nous intéressent finalement. Et on, voilà. Parce qu'on a donc le dataset oui, de les test données de validation en dehors de l'entraînement là. Et en fait, on a séparé notre au moment où on a lancé le modèle avec l'argument validation split, on a séparé notre dataset d'entraînement en données vraiment d'entraînement et en données de validation, qui permet, en fait, il regarde plusieurs images, il apprend sur ces images, puis il prend, là, on a un batch de 5, donc il va regarder 4 images, et puis il va regarder la 5e image et il va essayer de deviner ce que c'est. Et s'il a bon, eh ben, ça augmente notre accuracy. S'il n'a pas bon, ça ne l'augmente pas. Mais il apprend à chaque fois, il s'auto-évalue à chaque fois, en fait, notre modèle. Exactement. Vous pouvez voir du coup que ça augmente au fur et à mesure, doucement. Ça veut dire que notre modèle va dans le bon sens. Hein. Ça arrive aussi des fois sur certains modèles, quand vous n'avez pas les bons paramètres ou les bonnes données, que ça n'augmente pas. Sachant que sur la métrique accuracy, là, donc, qui est la précision du modèle, on cherche à s'approcher de 1. Sur la loss, on cherche à la minimiser, à s'approcher de 0. Voilà. Donc, on arrive en fait à 71% d'accuracy à la fin de notre premier entraînement. De nos 40, on avait fixé aléatoirement, enfin arbitrairement en fait, à 40 le nombre de passages sur le test de 7. Donc, en une époque, il fait le tour de tout le dataset d'entraînement. Donc là, il l'a fait 40 fois. Et au bout de 40 fois, à visualiser et à essayer de deviner ce qu'étaient les images, il est arrivé à une accuracy de 71%. Donc, en 71%, il arrive à reconnaître correctement 71% des images. Voilà. Donc voilà, pour affiner, on a le réduit le learning rate et vous voyez que du coup, on a une précision un petit peu meilleure. Donc, on passe à 72, presque 73%. Donc, sur cette ligne, ça nous permet de sauvegarder le modèle pour en avoir une copie. Par exemple, si vous ne voulez pas le réentraîner, voilà, ça vous permet de le sauvegarder. Dans le cas où vous connectez la machine virtuelle à votre Google Drive, vous pouvez aussi le récupérer dans votre Drive pour un usage ultérieur. Ou si vous voulez à chaque fois, vous pouvez relancer l'entraînement avec d'autres paramètres complètement, le sauvegarder sous un autre nom, changer le nom à chaque fois, et puis voilà, ça vous permet de sauvegarder le modèle et de récupérer à la fin celui que vous préférez. Parce que dans la cellule suivante, on propose le code pour recharger un modèle. Donc là, on ne va pas le faire, on ne va pas l'exécuter puisqu'il est juste au-dessus, mais voilà, on vous propose le code quand même. Ça, c'est juste du test. Voilà, comme on vous a montré tout à l'heure, on peut regarder les types des données. Ça se permet de vérifier
la taille de notre échantillon de test. Donc, c'était bien 4810 images de 48 par 48 pixels et un seul channel parce qu'on est en noir et blanc. Et là, enfin, on va faire les prédictions. Donc, on va vraiment, avec le modèle x.predict, demander à notre modèle de prédire sur les données de test qu'il n'a pas vues du tout pour l'instant. Donc, il les a prédites, mais pour l'instant, il les a au format vecteur, comme on a ici, et on va le passer en chiffres, comme on avait, enfin l'inverse de ce qu'on a fait plus haut. On a encodé tout à l'heure et maintenant on décode. Voilà. Et là, on va faire la fameuse matrice de confusion dont Jérémy vous a un petit peu parlé. Donc ici, on la calcule et dans la cellule suivante, nous l'affichons. Donc, la matrice de confusion, c'est donc la méthode confusion matrix de la cellule au-dessus, là, de la première cellule qu'on a exécutée. Ça fait partie de la bibliothèque scikit-learn qui contient beaucoup de choses comme ça qui permettent d'évaluer le modèle assez efficacement. Donc là, on l'a calculé. Maintenant, ensuite, on l'affiche. Et on voit, ça nous permet de visualiser nos résultats, en fait. Une matrice de confusion, elle nous dit ce qui est... elle nous montre quelles images sont des vrais positifs, des faux positifs, des vrais négatifs, des faux négatifs. Donc là, comme on est sur un modèle multiclasse, ça va nous dire, par exemple, on va regarder la première ligne. Donc la première ligne, ce sont les images sur le set de test où les personnes sont contentes. Et on va voir que donc sur ces un peu plus de 1700 images, sur ces 1700 images, 1500 fois, ça va être correctement reconnu. Donc, il va prédire que la personne est contente. 45 fois, il va prédire que la personne est surprise. Donc, c'est une mauvaise prédiction. 58 fois, il va prédire qu'elle est en colère. C'est aussi une mauvaise prédiction. Et 166 fois, il va prédire qu'il est triste. Même chose pour les lignes suivantes. Donc, on voit que notre modèle est relativement efficace sur certaines émotions, mais qu'il l'est beaucoup moins sur d'autres. Par exemple, si on regarde la ligne des valeurs où la personne est en colère, angry, la ligne angry, la ligne, ouais, ici, on voit qu'en fait, il reconnaît donc 496 fois sur à peu près 1000 seulement, en fait, correctement, il reconnaît correctement moins de la moitié du temps les personnes en colère. Il a tendance à confondre pour de la tristesse. On voit qu'il y a Ouais. à peu près 500 images de bien classées et 322 qui sont passées par de la tristesse. Voilà. Donc ici, on a entraîné un modèle qui est probablement pas le meilleur modèle qu'on puisse avoir. Enfin, on pourrait probablement faire mieux. Maintenant, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est comment étaient nos datas d'entrée. Donc, je ne sais pas, Aude, si tu peux revenir sur les images tout au début qu'on a affichées. Celle-ci. Voilà. Et en fait, les performances de notre modèle dépendent certes de la façon de l'architecture de notre réseau, du processus d'apprentissage qu'on a choisi, etc., mais aussi beaucoup et principalement de nos données d'entrée. Et est-ce qu'on a nourri notre modèle en fait avec des données qui sont correctement classifiées, qui sont correctement labellisées? Est-ce que les images sont vraiment parlantes? Est-ce que voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Et on peut voir que des fois, c'est pas évident de. Celle-ci, par exemple, ça dit Voilà, angry, ça pourrait être sad. Celui-ci, happy, c'est pas évident. Il y a des choses qui sont pas évidentes. Et donc, peut-être que la conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est que le nerf de la guerre, c'est quand même déjà la data à la base. Est-ce qu'on l'a choisie correctement? Est-ce qu'on l'a labellisée correctement? Et est-ce qu'elle correspond à ce qu'on veut à la fin, à ce à quoi on veut arriver, quoi. Voilà. Après, si vous voulez continuer donc par vous-même, on a essayé dans ce notebook aussi de commenter au maximum le code et d'expliquer ce qui était fait.
vous avez la partie 2 du notebook qui vous permettra d'appliquer le modèle sur le flux webcam de votre ordinateur et de pouvoir voir s'afficher l'émotion en direct sur l'image. Mais voilà, il faut parfois les surjouer un peu, hein. Vous voyez les images surprises, bon, c'est vraiment rare qu'on fasse vraiment le « Ah » avec les mains quand on est surpris. Et pour que ça fonctionne, en l'occurrence, comme c'est les données sur lesquelles il en été entraîné, il faudra un peu surjouer les émotions. Voilà, donc on arrive au bout, je pense, de l'heure. Si vous avez des questions, du coup, je ne sais Ouais. pas, Erwan, Jérémy, s'il y a eu des questions sur le chat. Non. Enfin, si vous avez des questions, c'est le moment. Ça a été calme pendant la présentation. Ouais, c'est clair. Donc oui, il reste quelques minutes pour répondre aux questions si certains en ont. En tout cas, merci à vous 5 pour cette présentation et puis toute la préparation qu'il y a avant, hein, parce que du coup, évidemment, vous avez tous les 5 préparé tout le code et puis les captures d'écran et les explications et surtout le README aussi, ça prend du temps. Sur ce sujet, on va attendre voir 2-3 minutes s'il y a des questions. Comment dire, en sachant que le GitHub, on va le laisser public, hein. Donc, si vous voulez reprendre ça après, si vous voulez attaquer la partie 2 qui vous permet de faire un peu de code Python pour utiliser votre caméra pour le coupler avec le modèle qui vient d'être mis en place. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Pareil, il y a tout le code, il y a toutes les explications. Et ça permet d'avoir quelque chose de concret. On remet le lien GitHub au cas où certains soient arrivés en cours et n'avaient pas vu les premiers. Comme Julien disait qu'il n'y a pas d'historique en fait dans le chat. Vas-y, ouais, remets le lien GitHub, comme ça c'est bien, merci. Ça, tout le monde pourra le récupérer, enfin tous ceux qui souhaitent peuvent le récupérer. Bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions, et puis vu que personne n'est parti pendant la présentation, je pense que ça s'est bien passé. Je crois qu'Amaury a une question, savoir comment vous avez choisi l'architecture. Sur l'architecture du modèle, comme beaucoup de modèles, c'est un peu d'essai et d'erreur aussi, hein. Oui. C'est essayer certains modèles, voir si ça fonctionne. On n'a peut-être pas expliqué beaucoup, hein. Là, l'input shape, c'est la taille de nos images, donc 48 par 1 pour un canal de couleur. Et puis, le softmax à la fin, ça c'est quand on a plusieurs résultats possibles, donc en l'occurrence, et notre nombre de classes, hein, à la fin pour qu'ils nous prédisent bien une de nos 4 classes. Ouais, je pense que c'est plus sur l'architecture pour le coup qui posait la question. Le nombre de couches, la taille des filtres, etc. On a vraiment la taille des kernels même parce qu'on est passé de notre premier kernel et à 7. C'est vraiment à coup d'essai en ayant relancé des dizaines et des dizaines de fois le modèle avec différents paramètres. On a mis beaucoup de couches de drop-out parce que on a eu beaucoup de surapprentissage au début aussi. Voilà. Mais essai erreur. Et quand vous avez des projets comme ça à mettre en place, vous commencez par un peu de documentation, de recherche, non, sur des choses qui sont déjà pour voir un peu quels sont les modèles efficaces. Oui, tout à fait, ouais. Alors après, faut dire quand même qu'on a fait ce projet il y a au moins 3-4 mois maintenant. Peut-être qu'on l'aurait fait d'une autre façon aujourd'hui. Il y a aussi l'environnement dans lequel on est, le genre de projet sur lequel on travaille sur le moment et tout qui a peut-être pas mal influencé la façon dont on a construit ce modèle-là. Mais globalement, sur de la classification d'images comme ça, la convolution 2D suivie des couches de danse, c'est quand même assez classique quand même comme architecture. Ouais. Okay. Oui, parce qu'on a oublié de préciser, oui, c'est un sujet que vous avez travaillé pendant la formation. Donc, du coup, c'est un sujet qui a été donné par Youssef, l'enseignant en IA, et le projet que vous avez dû réaliser pendant la formation. Donc, c'était un apprentissage aussi de votre côté. Je vois qu'Amaury a rajouté, il pense qu'on pourrait pousser un peu plus haut.
C'est ce qu'on a mis en commentaire dans le code, hein. Il ne faut pas hésiter. Si vous voulez jouer avec le modèle, vous pourriez obtenir de meilleurs résultats, hein. Comme c'est surtout de l'essai et de l'erreur, des fois, en changeant un paramètre ou deux, c'est possible d'avoir des meilleurs résultats. Donc, on vous invite à essayer de le refaire en changeant les paramètres pour voir si vous arrivez à avoir un meilleur résultat. C'est même sûr parce qu'on a déjà eu des meilleurs résultats Oui. que celui qu'on avait. Mais ouais, donc oui, il est possible d'avoir des meilleurs résultats. On était monté à 76% maximum. Donc là, on est à 72. Il y a encore moyen de gagner au moins 4%. Et du coup, gagner ces 4%, c'est important après pour le bon fonctionnement du modèle ou en fait, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps à gagner ces 4% ou pas? C'est ça la question. Ça dépend de l'application du modèle, en fait. C'est comme, bon, là, c'est pas forcément du truc critique, mais par exemple, dans la reconnaissance d'images de médecine, est-ce qu'on préfère laisser passer des malades en les ayant labellisés comme sains, ou est-ce qu'on préfère les labelliser comme malades et faire des tests supplémentaires alors qu'en fait, ils sont pas malades? Tout dépend de l'utilisation qu'on va avoir de l'algorithme. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter 6 mois de travail pour gagner 3% ou pas? Voilà, ça dépend vraiment de l'utilisation et puis du budget qu'on a, je suppose, pour développer les algorithmes. Ok, merci. Je pense que vous avez répondu, surtout vous, à toutes les questions. Donc, on va conclure cette session-là. Aïdès, ça continue aussi derrière. Donc, à 11h30 sur la chaîne YouTube, il y a un sujet IA et industrie. Et là, sur le Zoom, ça reprend à 12h45 avec une conférence sur la formation, principal levier de l'adoption de l'IA en entreprise. Donc, je vous remercie encore une fois tous les 5 pour le gros travail fourni quand même, hein, c'est pas rien. Et tiens, juste une petite dernière question avant de terminer. Ça vous a pris combien de temps à faire tout ça? Vous avez un ordre d'idée quand on part from scratch C'est un peu dur à dire parce qu'à la base, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on a fait en cours, puis on l'a repris pour essayer de faire un notebook bien expliqué, qui soit compréhensible et faisable en autonomie par les gens. Et d'ailleurs, ça bouge tellement vite, l'IA, que ce notebook, on l'avait préparé il y a quelques semaines, et quand on l'a repris il y a quelques jours, il y avait déjà eu des mises à jour de TensorFlow. Il a fallu qu'on adapte quelques petits trucs dans le code pour que ça continue à fonctionner. D'accord. Là, on avait choisi volontairement, pour aller plus vite, un dataset qui est déjà normalisé, comment dire, qui est facile d'accès puisque toutes les images sont noir et blanc, ont la même dimension, voilà. Il n'y a pas de pré-traitement à faire, à part la normalisation qu'on a faite en divisant le tout par 255. D'ailleurs, c'est le seul pré-traitement qu'on a fait. Voilà. Souvent, quand on a un vrai dataset, souvent on est obligé de récupérer soi-même ces données, etc. Il y a énormément de pré-traitement à faire et c'est ça qui prend énormément de temps. C'est sans doute le pré-traitement des données qui prend le plus de temps que après de construire une architecture de modèle. Mais bon, derrière, il faut voir aussi combien de temps, quel genre d'architecture on veut tester. Est-ce qu'on veut en tester plusieurs? Est-ce qu'on tombe rapidement par hasard sur les bons paramètres ou est-ce qu'on est obligé d'essayer plusieurs, vraiment un grand nombre de fois avant de réussir à trouver les hyperparamètres optimaux? C'est dur de dire combien de temps on a mis, on ne se souvient pas trop, je ne pense pas, mais c'est dur de prévoir combien de temps on va mettre, pour l'instant en tout cas, pour nous, dans un domaine où on n'est pas encore des spécialistes. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui se spécialisent dans la reconnaissance et la classification d'images, qui savent qu'avec tel modèle et dans tel cas, ils vont mettre tant de temps. Mais si on est dans l'expérimentation et dans la recherche, etc., on ne sait pas combien de temps on va mettre avant de commencer. Ok, mais juste pour un ordre d'idée, c'était de l'ordre de quelques jours, de quelques mois? Jours. Ok, voilà, Ouais. Merci, ça suffira. Mais en effet, comme tu dis, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, merci pour tout, parce qu'on dépasse un petit peu le temps, là, donc on va s'arrêter là. Donc, je vous rappelle, sur YouTube, IA et Industrie, et ici, à 12h45, la formation, levier pour l'IA en entreprise.
Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci d'avoir assisté au petit tuto. Et au revoir. Au revoir.